Bonjour tout le monde, ou bon après. Je venais de m'auto-introduire sur la session afin de garantir de pouvoir maintenir cette session aujourd'hui. J'ai pré-enregistré du coup le webinaire session 2. On va revenir dessus et ça fait donc un peu la liaison avec ce qu'on venait de faire pendant 2-3 minutes ensemble. De toute façon, pour la partie des questions-réponses, je serai tout à fait accessible de nouveau, mais au moins on est certain qu'on n'avait pas les mêmes soucis. Et aux aléas du direct, on a été agile et nous sommes là. Donc rapidement au programme, deuxième session. L'anatomie de l'email marketing. Donc l'idée, c'est vraiment de découper l'email dans un maximum de petits morceaux, essayer de mettre en avant peut-être des choses que vous connaissez et de se les rappeler, c'est toujours une bonne chose. Mais également, je l'espère, vous apprendre l'une ou l'autre chose que vous allez pouvoir intégrer au niveau de vos processus de travail habituels. Et suite à ça, évidemment, pouvoir aller le petit cran plus loin. Et puis nous aurons d'ici 2 grosses semaines la session 3 qui sera donc un petit peu pointue sur ce qu'on appelle la délivrabilité. Donc c'est très bien. On a travaillé très fort sur le pourquoi de l'email. Aujourd'hui, le comment bien le faire. Va de soi que la troisième session qui paraît super importante, c'est une fois qu'on a tout bien préparé, c'est de garantir que ce message arrivera dans la boîte de vos différents lecteurs. Alors, pour ceux qui m'auraient pas encore entendu parler, Jonathan, 10 ans que je suis actif dans le marketing automation et mon job, c'est vraiment de vous aider, vous, marketeurs, à exécuter des parcours clients les plus personnalisés possibles, les plus impactants possibles pour garantir de votre côté du ROI et du côté de vos clients de la satisfaction. Un Twitter account, un LinkedIn, une adresse email. N'hésitez pas, les échanges tant sur le contenu, la forme sont bienvenus. C'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Après tout, c'est ça le marketing automation. Tester, apprendre, itérer et cela en mode continu. Alors, très très rapidement, quelques éléments clés sur Actito. Donc, Actito, c'est une plateforme de marketing automation, donc vraiment, je vais dire, un service complet qui va de la partie technologique à la partie accompagnement expert. Une société belge, active depuis plus de 17 ans. On a passé le cap des 200 clients. On va atteindre les 100 employés aujourd'hui. On investit évidemment énormément en R&D. Nous avons un bureau à Paris, juste en dessous de Breda, et également au Québec, ce qui nous donne déjà une bonne couverture. Et nous continuons à grandir de manière plus que correcte avec 20% de croissance. Et bien évidemment, étant un acteur européen, tout ce qui est RGPD, GDPR sont des choses qui nous tiennent très fort à cœur et sur quoi nous passons énormément de temps et investissons énormément. Alors, la proposition de valeur, c'est donc aider les marketeurs. Alors, nos amis IT, comme je le répète toujours, pas de panique. Nous avons des API, nous avons des pendants techniques. Une grosse partie de cette société, ce sont des profils comme vous, ingénieurs, développeurs, intégrateurs. Mais du coup, le métier chez nous, c'est vraiment, ou le focus chez nous, c'est de nous adresser aux marketeurs et de les aider à pouvoir travailler au niveau des opportunités business sur un parcours client en mixant technologie et services experts. Alors, les services, ça sont les nôtres, mais ça sont également ceux de vos propres départements IT qui vont vous permettre de faire ça. Alors, pour faire cela, une brique de software, une technologie pensée pour le marketeur. Donc là, on pense interface utilisateur, le plus simple possible, mais également le plus performant possible, le plus puissant, qui va vraiment vous permettre d'aller vous challenger au quotidien dans ce que vous avez envie de faire. Et tout ça avec une vision très orientée client, même en partant de chez nous. Alors comme moi j'ai tendance à souvent le dire chez nous, notre focus à nous, c'est certes nos clients, mais c'est surtout les clients de nos clients, vu que c'est là qu'on veut apporter un maximum de valeur, un maximum d'expertise pour vous aider à atteindre vos propres objectifs dans vos entreprises. Voilà, ça c'était pour la partie d'introduction. Je propose qu'on plonge directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui était donc bien l'anatomie d'un email. Alors, si on parle de l'email, on peut clairement commencer par définir 3 grandes catégories d'emails. Nous aurons d'un côté l'email marketing, assez connu et désolé pour la petite push notification, l'email marketing d'un côté, et puis d'un autre côté, nous aurons l'email transactionnel. Alors, en plus de celui-là, se rajoute l'email comportemental. On va parler plutôt avec des exemples, c'est toujours plus parlant. Alors, l'email marketing, on peut souvent l'associer à l'email de masse. Attention, je n'ai pas parlé de spam ici. Je parle clairement d'envoyer donc un contenu
relativement uniforme à une grande partie de votre base de données. C'est typiquement ce qu'on retrouvera dans des newsletters tels que les médias d'information. Si on prend aujourd'hui l'actualité nous intéresse tous ou doit nous intéresser tous et est la même pour tout le monde. On pourra après évidemment travailler avec des niveaux de segmentation et de personnalisation plus accrus si on le souhaitait, mais on peut partir du principe que c'est un contenu qui répond à l'attente d'un grand nombre de personnes sans devoir aller vers beaucoup de spécificité de ce contenu. On pense clairement donc à la newsletter, comme je l'ai dit. Les ventes flash ont clairement un sens comme ça. À un moment, un produit avec une promotion, même si aujourd'hui, peut-être que vos lecteurs clients n'en ont pas besoin, le fait de l'envoyer peut faire ce petit rappel ou peut susciter l'envie d'acheter un produit. Pardon, je pense surtout à des gens comme Amazon qui vont vous faire 2 fois par semaine ce qu'ils appellent les ventes flash. Du coup, à partir du moment où vous seriez inscrit à ce type de contenu, vous allez pouvoir le bénéficier. Mais du coup, on est toujours dans une logique de une offre de contenu qui va pouvoir répondre à un maximum de personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver en plus dedans que l'information, les flash news par exemple marchent très bien, l'actualité de votre région. Si je prends la Belgique, s'il se passe quelque chose au niveau politique, ce qui arrive souvent, c'est vrai qu'au niveau national, on aime bien être au courant. Si on parle des objectifs de ça, bon, je pense que le premier, c'est clairement de générer un max de visites vers vos sites ou votre site, donc créer du trafic. Et si vous regardez au niveau de vos analytiques, quel que soit votre secteur d'activité, dès que vous envoyez une campagne, il y a cet effet de trafic très important en ayant, je vais dire, la demi-journée suivant votre envoi. Si vous faites un envoi au matin, vous allez avoir un pic dans les 2 heures qui suivent avec comme source clairement email marketing. Petit rappel, on pense à bien taguer ses URL pour pouvoir évidemment comprendre son trafic au niveau de son site à ce moment-là. L'autre objectif, générer des ventes, ça paraît logique sur l'objectif évidemment de la promotion qui est un one fit all comme on dirait en anglais. On peut penser aussi à générer des interactions en instantané, je vais dire des invitations à des événements par exemple, et du coup pouvoir voir directement l'intérêt dessus. Et moi je pousse toujours le vice un tout petit peu plus loin en se disant qu'aujourd'hui l'email marketing de masse, à côté donc d'être un axe de visite sur site ou de croissance vers, d'augmentation de vente, est également un très très bon moyen de mieux comprendre qui sont vos consommateurs pour justement dans un deuxième temps rentrer dans des contenus beaucoup plus segmentés, beaucoup plus pertinents par rapport à différentes audiences que vous aurez. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important de mettre en avant sur ces éléments-là aussi. Donc l'email de masse, l'email marketing, très connu, appliqué depuis maintenant plus de 15-20 ans par tout un chacun dans tous les pays du monde. L'autre email qui moi m'intéresse beaucoup actuellement et où c'est sûr qu'avec l'avènement de l'e-commerce et les Amazon, Fresh, les Pick and Collect et autres, on voit vraiment que l'achat aujourd'hui en ligne fait clairement partie des habitudes de toute une portion de la population aujourd'hui. Donc l'email transactionnel, attention, c'est vraiment très très différent d'un email de masse qui demande un certain nombre de spécificités qui lui sont propres, mais on pense clairement à des emails tels que confirmation d'achat, panier abandonné. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, le plus classique étant évidemment l'exemple que vous connaissez tous d'Amazon qui reprend entre autres le suivi de votre colis. Donc il y a beaucoup d'informations. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? C'est que aujourd'hui, quand vous dépensez de l'argent en ligne, c'est sûr que vous devez être très très vite rassuré. Il y a quand même encore une certaine angoisse à acheter en ligne aujourd'hui, d'où le fait que ces emails-là doivent atteindre d'office la inbox et on en reparlera dans le volet délivrabilité plus tard. Mais du coup, clairement, la première utilité d'un email transactionnel, c'est rassurer vos clients. Dans un deuxième, ça sera les informer sur la livraison de votre produit, les quantités, reprendre un petit peu l'info du ticket par exemple. Aujourd'hui, une bonne manière d'aller collecter un certain nombre d'adresses email peut être la dématérialisation d'un ticket de caisse. Et du coup, on vous envoie votre ticket de caisse par courriel, comme ça vous pouvez le stocker. Et c'est un service supplémentaire que les marques vous offrent, vu que le jour, si vous êtes dans l'électro, vous devez faire appel à votre garantie, vous allez avoir besoin de ce ticket. Le fait de l'avoir stocké dans la boîte mail, c'est une bonne chose également. Donc la rassurance, l'information. Et alors attention, selon les pays et les nouvelles législations au niveau de la RGPD et du GDPR, tout ce qui pourrait être considéré comme du cross-selling et de l'upselling dedans. Donc essayer d'augmenter les volumes, voire d'acheter des produits connexes, c'est clairement des choses que vous voyez
qui sont très fort poussés par les e-commerçants tels bol.com, Rue du Web et autres, qui vont proposer toujours un produit connexe suite à votre achat. Donc c'est là qu'on rentre vraiment dans de l'augmentation de panier. Donc l'email transactionnel, très différent de l'email de masse avec ses vraies spécificités et clairement encore un degré d'orfèvrerie en termes de délivrabilité nettement supérieur. Alors, on pousse vraiment vers celui-là qui, moi, me parle le plus, qui va être l'email comportemental ou l'email réflexe. Alors, je vous ai mis un petit écran au milieu qui est plutôt à source d'inspiration. Là, c'est sûr qu'on voit Actito dans son module principal qui est le constructeur de parcours client, de journey, avec différentes petites boîtes qui permettent de faire un certain nombre de choses. C'est sûr que si je parle de comportemental, aujourd'hui, il n'y a pas encore, aussi loin que je le sache, même dans l'AI, la capacité de générer des emails automatiques avec des contenus hautement personnalisés, hautement engageants. Il faut qu'on pré-programme un certain nombre de choses et cette pré-programmation, ça va être justement ces petites boîtes que vous voyez ici qui vont être différents types d'emails qui vont devoir se déclencher suite à ce qu'on appelle techniquement une écoute d'un comportement. Alors, la plus connue, et c'est un bon exemple qu'on a ici avec un welcome programme de nos amis de la SNCB, c'est suite à l'inscription à la newsletter ou d'avoir coché une boîte en disant je suis d'accord de recevoir des informations de type commercial, s'enclenche automatiquement un email qui demande d'indiquer vos préférences. Donc, de déterminer clairement, en apprendre un peu plus sur vous. Donc là, on est clairement sur, si je prends moi, ce qu'on appelle notre fameux escargot, qui sont les différentes phases par quoi passent les clients. Alors, votre première phase, ça va être d'attirer. Et bien là, hop, ils ont réussi à attirer mon adresse email. Ils m'engagent directement au travers d'un petit formulaire dans un email bien travaillé où ils ont déjà levé un premier point de personnalisation qui était mon prénom. Dès que ce formulaire va être complété, je suis dans une phase de croissance de l'information, le grow comme on dit, qui vont venir à ce moment-là alimenter un modèle de données. Alors c'est là où aujourd'hui vous pouvez revenir sur notre site, nous avons dernièrement écrit un petit article sur une infographie sur les modèles de données plats versus les modèles de données enrichis. Mais typiquement des modèles de données enrichis, c'est à côté de savoir Jonathan, vous voulez comprendre ma composition familiale, mes centres d'intérêt pour pouvoir me proposer les bons voyages dans leur cas. Ça pourrait être dans le cadre d'un lunch garden, les bons plats au bon moment. Et on reviendra dans quelques instants sur des exemples. Donc on est clairement sur cette partie ici, loyauté, fidélité, avec continuer à nourrir, cross-seller, upseller et bien sûr travailler sur de la rétention. Si on parle toujours en termes de comportemental, on peut s'imaginer, Jonathan ne va plus dans son supermarché habituel, ce n'est pas qu'il s'est mis au régime à l'extrême, c'est potentiellement qu'il est occupé de faire ses courses ailleurs. On doit pouvoir du coup écouter ces événements et agir à travers des stratégies marketing que vous développez pour mettre en avant vos USP, vos valeurs ajoutées, votre savoir-faire. Et on va faire ça avec des notions d'A/B testing continu, parce qu'aujourd'hui, l'A/B testing, clairement, est un élément clé, parce qu'il permet tout simplement de valider les hypothèses dessus. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans Actito, on va vous préfabriquer un certain nombre d'éléments comportementaux qu'on connaît, le welcome étant le premier, le birthday que vous connaissez tous très bien, donc l'email d'anniversaire. Pensez-le un petit cran plus loin, l'anniversaire de la personne sur base de sa date de naissance, mais pourquoi pas suite à son inscription à la newsletter, suite à son premier achat. Tout ça, ce sont des opportunités que vous avez, ce sont des données que vous avez collectées qui vous permettent d'engager cette conversation, je veux dire, avec le bon niveau de personnalisation et surtout être au bon moment sur le parcours client. Après, évidemment, on peut pousser beaucoup plus loin avec des enquêtes de satisfaction, des notions de récence et de fréquence sur des segments bien précis, du cross-selling et du upselling, je l'ai dit, peut-être se concentrer sur une stratégie de deuxième achat. De nouveau, à l'heure de l'e-commerce, vous faites un achat en ligne, c'est associé à votre adresse email. Vous pouvez très facilement utiliser ces informations pour essayer de générer ce fameux deuxième achat. C'est ce que moi, j'ai tendance à appeler des tactiques marketing. Typiquement, Lunch Garden était très malin là-dessus. Donc là, ils vont travailler au niveau du volet de la nouvelle année, par exemple. Mais par exemple, dans mon cadre à moi, ils ont compris que j'ai un comportement différent entre la semaine et le week-end. Je trouve que la semaine, je suis plutôt un luncher professionnel, donc entre l'heure du midi et je prends un repas équilibré, mais juste pour moi. Tandis que le week-end, je vais être en composition familiale et ils vont du coup pouvoir adapter leur niveau de promotion, les visuels, pour évidemment s'approcher le plus possible de mon bon comportement et du coup de pouvoir engager correctement avec moi.
Donc voilà, on a pris vraiment donc 3 emails. L'email de masse que tout le monde connaissait très bien, le transactionnel à quoi vous avez déjà été plus que soumis à travers les dernières années sur vos achats, et évidemment l'email qui pour moi me semble plus pertinent pour vous, spécialistes de la communication marketeur, qui est le comportemental ou encore appelé l'email réflexe. Alors, je vous avais promis de découper les emails en différentes parties et là, c'était juste pour vous donner un éventail. J'ai sorti quelques exemples comme ça dans ma boîte mail et on voit que c'est très, très riche et qu'il y a moyen de travailler sur des pattes graphiques très pointues avec des notions de contenu. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut jamais omettre dans un email si on veut garantir son impact. Alors, la première chose, c'est clairement l'expéditeur. Alors, les expéditeurs, vous allez avoir 2 niveaux des expéditeurs dans un email. Si je vous pointe ici, là, vous avez ce qu'on appelle un expéditeur visuel, Actito. Dans le petit quiz, d'ailleurs, j'avais mis un petit biais là-dessus qui n'était pas super clair et je m'en excuse encore, mais du coup, ici, ça me permet de rentrer un peu plus dans le détail. L'email n'est non pas envoyé ici, en l'occurrence, d'Actito, mais clairement, je vais dire, est un élément visuel qui permet la reconnaissance dans votre boîte mail de qui vous envoie le contenu, en l'occurrence la société Actito. Mais l'adresse email qui est associée derrière Actito, c'est clairement ce qu'on repère plus bas ici avec news@actito.com. Donc un expéditeur visuel que vous allez pouvoir challenger, marquer comme vous voulez, tandis qu'un expéditeur technique, lui, il est mis en dur au niveau de vos plateformes et c'est pas vous qui allez pouvoir travailler à travers ces différentes adresses-là, mais clairement les outils avec vous travaillez, tels Actito ou autres plateformes qui vous permet d'envoyer des emails. Donc, petite notion supplémentaire à ça, le visuel clairement de l'ordre du marketing, le technique beaucoup plus accentué sur la délivrabilité et un certain nombre de choses qui doivent être mises en place sur ces différents domaines pour garantir la mise en boîte de vos courriers chez vos lecteurs. Alors, tant qu'on y est, pensons aussi à ce qu'on appelle la no reply war aujourd'hui. Vous allez voir de plus en plus de noms de domaines où on met no reply devant. Je trouve qu'il est dommage aujourd'hui, dans un canal comme l'email, d'empêcher la conversation. Si aujourd'hui je personnalise Jonathan d'Actito et aujourd'hui je vous invite à m'envoyer des emails à jonathan.wirman@actito.com, c'est pas pour rien que si je personnalise cet expéditeur, je souhaite aussi que les lecteurs puissent s'adresser à moi et j'ai envie de leur répondre. Du coup, en tant que marque, pensez vraiment à ça. Vous essayez de personnaliser, d'engager la conversation et puis vous travaillez avec une notion de ne surtout pas me répondre. C'est assez étrange aussi. C'est aussi un des premiers axes de l'A/B testing et on reviendra un peu plus loin sur l'importance de ces éléments au niveau de l'A/B testing. Alors, le sujet de l'email, donc là on avait parlé de l'expéditeur, le deuxième c'est le sujet. Alors là c'est un petit print screen de ce matin hein, avec ma boîte Gmail, vous voyez un certain nombre de campagnes et j'en ai plus qu'un certain nombre, j'en ai beaucoup. Et aujourd'hui c'est sûr qu'à côté de l'expéditeur, le sujet va être cet élément qui va me permettre à moi, et là je me mets dans les chaussures d'un consommateur, qui vont me permettre d'ouvrir ou ne pas ouvrir. Alors 35% des ouvertures se font clairement juste à la lecture du sujet. Et si on prend ici, les sujets sont les parties en gras que vous voyez dans mon email. Alors, plus important, c'est que on est quasi à 69% des gens qui vont vous déclarer en spam juste sur la logique du sujet. Alors, c'est sûr que si dans le sujet, je lis la fameuse petite pilule bleue, ça va pas passer, mais il y a pas mal d'autres types de sujets qui vous mettent la puce à l'oreille sur un certain spam, un certain risque de vous faire voler votre adresse email. On pense à tous ces gens qui vous font croire que vous avez un riche oncle dans un pays lointain qui avait une usine à diamants. Mais typiquement, tout ça aujourd'hui sont ces emails que vous allez mentionner comme spam, je vais dire, voire supprimer directement dedans. Donc attention, je vais dire, bien travailler sur son sujet paraît important. Du coup, j'avais envie de vous donner quelques petits éléments qui me paraissent pertinents par rapport à ça. Alors, on parle entre 40 jusqu'à maximum 50 caractères pour garantir que l'affichage se fait. Donc là, je suis sur une version desktop dans l'exemple, mais si vous prenez un mobile, il y aura beaucoup moins. Donc 40 caractères, ça va vous forcer aussi à réfléchir, à mettre en avant votre proposition de valeur le plus tôt possible dans votre sujet. Donc gardez vraiment 40 à maximum 50 caractères à l'esprit. La personnalisation, ça marche. Alors aujourd'hui, c'est sûr que si je vous mets un bonjour Jonathan, vous me dites oui, tout le monde est au courant qu'aujourd'hui c'est un petit peu bateau, que tout le monde connaît ça. Attention quand même que chaque fois que moi j'ai pu faire un test à travers nos clients et de ne plus mettre ce niveau de personnalisation aussi simple que le prénom, on voit directement une diminution de l'ouverture. Je pense qu'on est un petit peu noyé à ce moment-là dans la masse que vous voyez ici, tandis que le Jonathan crée un élément de référence et qui vous permet du coup de générer cette ouverture tant attendue. Mais vous pouvez également aller plus loin, utiliser par exemple le dernier produit acheté.
comment as-tu trouvé ou quelle était ton expérience avec le produit X ou lors de ta dernière visite dans le point de vente Y. Ben, tout ça sont des éléments de personnalisation que je vous invite aujourd'hui à essayer d'intégrer dans vos stratégies de marketing parce que vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment challenger chaque étape de votre campagne et travailler vraiment sur des éléments de plus en plus fins. Alors, le sujet de fait doit être précis, percutant et en ligne avec le contenu. Attention de ne pas essayer de trop faire un petit trick, comme on dirait en anglais, d'essayer d'avoir des sujets qui sont beaucoup plus attractifs que le contenu qui peut être dedans. Vous serez pénalisé par après. Donc, encore une fois, vos clients ne sont pas bêtes, vos lecteurs ne sont pas bêtes. Considérez-les comme des individus intelligents et qui doivent être en phase avec votre offre de contenu. Le pré-header. Alors, on en avait parlé également dans la première session hein, et vous étiez tous à être très, très conscients de l'importance du pré-header et ça, je suis vraiment ravi de l'entendre parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'intègre au niveau des spécialistes du marketing. Et typiquement ici, bah, pour moi, c'est clairement, ça fait office d'un CTA, ça améliore clairement la visite en ligne parce qu'on a droit à 2 petites lignes en dessous du sujet ici. C'est également une extension du sujet pour moi et une option de tester encore quelque chose en plus. Bref, tout ça pour dire le pré-header, utilisez-le, abusez-en. Vous voyez ici Olivier de Docobox qui s'adresse clairement à mon chien s'appelle Bush. Et puis c'est offrir un moment de pur bonheur de nouveau à Bush, c'est super émotionnel. Là, on est dans l'ordre du pet, hein, de l'animal de compagnie. C'est des choses qui marchent, quoi. Je vais dire, c'est ce qu'on attend de se retrouver dedans. Directement. Alors, d'autres sujets ici, vous voyez, le sujet, développer des applications mobiles avec Xamarin, et puis c'est Xamarin, nouvelle fonctionnalité. Ça me paraît un peu creux, il y a un moyen sûrement de travailler ça. Par contre, vous voyez qu'il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas. C'est clairement une option ratée. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire que on a moyen de travailler sur ces éléments aussi. Alors, les images. Directement, si on pense aux images, je prendrai l'exemple que je vous ai mis ici. Ici, je n'ai pas chargé d'image. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a très très peu de services email qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle une image par défaut, là où doit se positionner justement l'image. Alors, typiquement, vous voyez qu'ici, ça donne un petit peu de corps hein, à l'email. Il paraît un peu moins tout nu comme ça, avec un peu plus de coffre. Hein, je veux dire, on le sent plus robuste comme ça et plus attractif. Du moins, j'ose l'espérer. Alors, gardez à l'esprit quand même que vos images, il va y avoir 3 options pour pouvoir travailler au niveau de l'image. Vous allez pouvoir les stocker sur vos serveurs internes. Ma société dispose d'un serveur sur quoi je mets les images. Un peu comme votre Dropbox personnel d'entreprise. Ce serait une manière de stocker toutes vos images. Alors, l'avantage que ça va vous permettre d'avoir, c'est que c'est votre Dropbox et que même si vous avez envoyé votre campagne email, vu que vous avez référencé l'URL de la Dropbox, si vous changez l'image à cette même URL, vous pouvez la modifier. Par contre, si votre Dropbox est votre bande passante, donc c'est ce qui permet que l'image se charge très très rapidement au niveau de vos lecteurs, n'est pas adéquate, les images ne vont pas s'afficher et vont du coup créer un réel biais dans vos emails et impacter clairement la lecture, la performance de vos emails. Donc ça, c'est clairement si vous les stockez sur vos serveurs. Vous pouvez également les stocker sur le serveur de votre provider. En l'occurrence, chez Actito, nous, on a une infrastructure adéquate pour pouvoir générer un grand nombre d'appels sur ces images justement et pouvoir garantir un rendu optimal de vos emails et chargement optimal de ces images. Encore, troisième solution, vers des services tiers, ce qu'on appelle aujourd'hui des asset management. On pourra revenir plus en détail si ça vous intéresse. On a un petit webinaire également là-dessus. Alors, les règles d'or au niveau de l'image. Alors, les images ne s'affichent encore aujourd'hui, pas toujours. Même si Gmail aujourd'hui a décidé d'auto-charger les images, même que vous demandiez ou non l'affichage de l'image, c'est pas encore le cas partout. Et surtout si vous vous adressez à des sociétés ou dans le B2B, les images sont clairement bloquées par défaut au niveau du service. Hein. Du coup, le alt qui est là donc pour alternative texte, c'est le petit texte en bleu qu'on voit pas super bien dans mon image ici. Mais du coup, il faut vraiment essayer de le travailler. C'est également si vous pensez en termes de web responsable, ce qui va apparaître au niveau des claviers en braille. Du coup, pensez à décrire au mieux l'image. Pensez peut-être même à utiliser un niveau de personnalisation dessus. Moi, pour certains clients en e-commerce, j'ai été personnaliser les alt en faisant Virginie, la robe dont tu as toujours rêvé. Et tout ça se mentionne ici, sans même que cette image soit affichée. Je peux vous garantir que l'impact au niveau d'un e-commerçant peut être très, très intéressant là-dessus. Alors,
les rendre cliquables. Aujourd'hui, je pense que j'ai encore 20 à 30% des campagnes qui disposent de très beaux visuels où les visuels ne sont pas cliquables. C'est dommage parce que c'est clairement ce que vous cherchez à faire, c'était de créer une émotion, de créer aussi une interaction, et cette interaction, c'est le clic. Si ça l'est pas, je commence à être un peu frustré, je dois chercher le petit call to action qui est positionné à côté. Encore une fois, c'est 2 clics plus loin que ce que j'aurais pu faire pour terminer sur votre site et du coup, générer cette fameuse interaction que vous cherchez. Alors, les couleurs de fond, j'en avais parlé. Alors, on a toujours le petit GIF aussi. Alors, le GIF, ce sont des notions d'images animées que vous pouvez utiliser. C'est très pratique aussi dans le cadre de la vidéo. Au lieu de faire des vidéos qui ne sont pas encore aujourd'hui vraiment bien supportées par la plupart des clients email, utiliser le GIF est un bon proxy, comme on dit, un bon deuxième moyen pour donner un peu de dynamique dans vos emails. Alors, des petits conseils, on le laisse tourner maximum 3 fois. On pense à évidemment avoir un call to action sur la première et la dernière fenêtre que vous allez afficher à l'écran, et pensez également à maximiser le poids, sachant que ça va être beaucoup plus lourd qu'une image. Il ne faudrait pas excéder un certain poids, type 100 KO par exemple dans un email, me paraît être un bon rapport. Alors, les call to action, il y a toujours 3 questions à se poser sur un call to action. C'est le quoi, le pourquoi et le comment. Et c'est vraiment en continu que vous devez vous acharner à avoir ce processus. Et évidemment, c'est un processus itératif. Je vais dire le quoi, le pourquoi, le comment. Il évolue à travers le temps selon vos stratégies. Mais chaque fois se poser ces bonnes questions va vous permettre de penser à chaque fois travailler vos call to action. Alors, on dit également de répéter les call to action un certain nombre de fois. Alors aujourd'hui, on parlait beaucoup du fold, above the fold, ou la Johnson box pour d'autres. Alors juste pour ceux qui ne connaîtraient pas cet élément-là, il s'agit tout simplement, imaginez-vous l'email qui serait plié en deux, comme les journaux l'étaient dans votre kiosque préféré quand vous étiez petit et que vous accompagniez vos grands-parents, et toute l'information devait être positionnée sur la moitié supérieure du journal vu qu'ils étaient pliés en deux. Ça, c'est ce qu'on appelle above the fold ou la Johnson box. Et du coup, c'est sûr qu'avoir un nombre d'éléments pertinents qui vont permettre de maintenir votre lecteur sur la newsletter, de générer l'impact, sont clairement des éléments à prendre en considération lors de la réalisation de vos campagnes email. Après, évidemment, on pense à tester ces call to action sur diverses formes. Ça peut être des boutons, ça peut être des images, ça peut être du texte mis en italique ou en gras au niveau du contenu directement. Ça peut être des petits pictos. Enfin bref, tout ce qui peut vous passer par l'idée qui va vous permettre de générer ce fameux clic, parce qu'on va pas se mentir, l'email, it's about clicks, comme on dit. C'est vraiment les clics qui vous permettent de continuer l'engagement et de travailler sur l'interaction avec vos consommateurs. Du coup, c'est vraiment clé de pouvoir le travailler là-dessus. Alors, le contenu, je n'ai pas voulu faire un point super élaboré là-dessus parce que ça, c'est beaucoup plus propre de ce que vous savez. Alors nous, on peut vous guider, mais le contenu is the king. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui, même si on travaille de plus en plus sur des aspects graphiques et des sites comme Instagram en sont des très bons vecteurs, où on va avoir cet infinity scroll où tout n'est que visuel quasi, je reste persuadé quand même que le contenu est souvent sous-estimé sur l'importance du contenu et de son impact au niveau de vos stratégies. Du coup, on va éviter d'avoir des newsletters qui sont trop longues, qui ne sont composées que d'images, et on va surtout travailler sur des contenus très clairs, très concis, très impactants. Alors, si votre newsletter n'était composée que de visuels, pour refaire un petit peu l'analogie avec de l'Instagram, vous allez avoir un grand risque que vos emails ne soient pas délivrés au niveau de votre destinataire final, mais qui va plutôt être bloqué au niveau, je vais dire, des spam filters, parce que vous allez prendre énormément de place sur les différents clients email. Donc les Gmail et tout ça, vu qu'ils sont gratuits, quand vous leur bouffez de l'espace disque, ils sont pas ravis. Du coup, attention à trouver cette bonne pondération. Et aujourd'hui, une règle serait 60% pour l'image, 40% pour le 60% texte, 40% image, pardon. C'était dans l'autre sens. Et là, on parle en termes de proportion visuelle, je vais dire, parce qu'on sait très bien que le texte pèsera toujours moins lourd qu'une image. Mais du coup, visuellement, essayez d'avoir 60% de texte pour 40% de visuel. Alors, on n'oublie pas évidemment de faire un max de testing là autour et d'inciter avec des CTA à passer à l'action, vu que, comme je l'ai dit, ça fait partie de vos objectifs, c'est de générer ce fameux clic. Alors, je vois que le temps avance très vite. Donc, attention au mobile. Le mobile aujourd'hui, alors
je reviens d'un voyage aux États-Unis. On est allègrement au-dessus des 60% de lecture sur mobile aujourd'hui. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous êtes tous largement au-dessus des 30%. Je vous invite à regarder vos statistiques, mais du coup, des outils comme Litmus qui nous font des très chouettes benchmarks sur ça. Vous le voyez, hein, je veux dire, le mobile aujourd'hui, c'est clairement plus d'une lecture sur deux qui va lui être attitrée. Je pense qu'aussi le mobile a créé la multilecture. Typiquement, moi, je vais regarder une promotion ou une offre sur mon mobile, tout simplement parce que je suis dans une, comment on dit, dans une salle d'attente, pardon. Dans une salle d'attente, hop, je suis occupé de regarder mes emails, je vois une promo qui peut être intéressante pour un city trip avec ma chère tante. Je vais rentrer à la maison et là, on va plutôt prendre l'ordinateur pour aller plus à fond dans la recherche de ce qu'on veut faire. Donc, le mobile, c'est surtout une accessibilité à la poche de tous vos contenus, je veux dire, mais c'est également une possibilité de maintenir un engagement à travers du desktop plus tard. Donc, des petits conseils au niveau du mobile. Si on parle ergonomie de l'email, pensez à créer vos emails d'abord pour du mobile. C'est beaucoup plus facile de partir du mobile vers du desktop que du desktop vers le mobile. Tout simplement, du coup, c'est ce qu'on appelle la mobile first approach. Pensez également à la taille de vos polices. Aujourd'hui, dans un email, on va travailler sur des tailles de police qui vont être entre 12 et 14. Sur du mobile, on peut clairement augmenter ça vers du 16-18. On pense souvent aussi à travailler sur une logique d'une seule colonne, tout simplement parce que ça permet de mieux positionner le texte. Et vu qu'on travaille avec le pouce en glissant vers le haut, cette lecture, je vais dire, verticale continue s'y prête très très bien. Un pouce, pour vous donner une idée, c'est 18 pixels sur 18 pixels. Du coup, quand vous pensez à vos boutons, vos call to action, rendez-les plus gros sur du mobile, beaucoup plus présents au niveau de l'écran pour que quand je pousse, je ne doive plus faire comme on faisait avant, zoomer au niveau de l'écran avec les doigts. Et alors, évidemment, le petit rappel aux images, je vais dire, qui était très important vu que lui va clairement générer ses clics en continu. Alors, les techniques d'A/B testing qui me paraissaient quand même pertinentes. Donc là, on a beaucoup parlé, hein, l'expéditeur, le sujet, les images, le texte, la bonne ergonomie en termes de structure. Bah, c'est sûr que l'A/B testing va vous permettre tout simplement de valider tout ce que je vous dis. Donc comme ça, vous n'allez pas devoir être obligé de me croire, vous allez pouvoir itérer et tester là-dessus. Alors, je vous ai plutôt donné une petite liste comme ça de choses par quoi moi je passe automatiquement avec tous les clients. Et les trois premiers sont par exemple l'expéditeur, le sujet et le pré-header. Alors attention de ne pas tester tout en même temps. Essayez de trouver le bon expéditeur. Est-ce que demain, Actito doit associer sa marque à ce qu'on appelle un persona, je vais dire, mais au niveau marketing? Est-ce qu'on devrait tout envoyer de Jonathan d'Actito pour tout type de communication? Mais typiquement, je vous invite à faire le test. Si aujourd'hui, au niveau de vos réseaux sociaux, vous avez créé Clarence de la société X, est-ce que demain, vous avez d'envoyer vos campagnes email de Clarence de la société X? Eh ben, prenez un échantillon, faites un 50-50, testez, regardez ce qui va fonctionner. Une fois que vous allez trouver l'expéditeur, vous allez pouvoir travailler au niveau des sujets. Alors, les sujets, je l'avais dit là tout de suite, la personnalisation en utilisant le prénom, mais peut-être demain en utilisant un produit. Vous allez pouvoir tester des type de tone of voice un peu différent. Est-ce que j'utilise un point d'interrogation, un point d'exclamation? Est-ce que j'intègre un émoticône aujourd'hui, donc les petits visuels, le petit gâteau d'anniversaire, le petit avion ou pas? Enfin, tout ça, c'est autant d'idées que vous avez envie de tester, enfin que vous allez nous demander à nous de se dire qu'est-ce qui marche le mieux et à quoi nous vous répondrons. Testons-le ensemble parce que pour chaque business, chaque société, on va avoir des résultats relativement différents, même si ça se tient plus ou moins, mais relativement différents. Je pense qu'il y a vraiment, vous, en tant que marque, essayer de transpirer là-dessus. Le pré-header, je pense que j'ai assez insisté dessus. Pour moi, c'est clairement cette deuxième chance d'avoir une ouverture. Donc, à matraquer en termes de personnalisation et de testing aussi. Et une fois qu'on aura travaillé sur ces trois éléments qui, pour moi, composent plutôt l'enveloppe de l'email, hein, c'est les choses visibles dès qu'on rentre dans sa boîte mail, ben, on va pouvoir descendre un cran plus bas en testant les contenus, les CTA, les images. Donc là, on est vraiment dans le continu, l'A/B testing continu. Cela, logiquement, à un moment, vous aurez donc les obligatoires, trouver ce qui marche le mieux pour vous. Et après, vous allez par contre ici être en mode continu pour essayer de toujours challenger votre stratégie marketing un petit cran plus loin. Alors, c'est sûr que le tone of voice, la manière d'écrire, c'est plus difficile. Mais je pense que typiquement, faire de l'A/B testing sur des blocs de contenu vous permet d'identifier un certain nombre de choses par rapport à ça. Alors, quelques idées. La question de l'affirmation, j'en ai parlé. Alors, typiquement, moi, j'avais fait un test en Belgique pour la loterie nationale en utilisant le million en chiffres ou en lettres. Et je vous laisse deviner qu'est-ce qui a mieux fonctionné ou pas selon les régions chez nous, sachant qu'on est dans un pays bilingue. Mais du coup, de nouveau, le million en chiffres ou le million en lettres, deux comportements totalement différents, je vais dire, au niveau de l'ouverture et du clic que ça peut générer. Alors,
Ce qui est vraiment important quand on va faire de l'A/B testing aussi, c'est de garder un fichier pour vos apprentissages. Aujourd'hui, un outil comme Actito, il va vous donner accès aux analytiques de ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir retrouver les fameux sujets que vous avez testés. Néanmoins, le fameux fichier Excel avec l'apprentissage ou le petit document Word et de construire une bibliothèque d'apprentissage, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à de l'A/B testing. Alors, également réitérer ces tests, parce que souvent on a tendance à les faire à un instant T. Les comportements changent, les habitudes changent, le contexte économique et politique, comme je dis, peut changer aussi. Tout ça peut avoir de l'influence sur vos tests. Du test, c'est vraiment un processus continu qui doit être intégré au niveau de chaque cellule marketing aujourd'hui pour tester ça en continu et surtout retester des choses qu'on aurait testées pour voir si aujourd'hui, en changeant peut-être un petit peu l'angle, ça peut changer également la performance et l'impact qu'il y a derrière. Alors, des petites idées encore à côté des contenus et tout ça, c'est penser à vos jours d'envoi. Je pense qu'aujourd'hui, dans un marché, je vais probablement beaucoup plus parler d'un marché belge, je pense qu'on a le même phénomène au niveau de la France, c'est les envois le mardi et le jeudi sur l'heure du midi. Alors, c'est sûr qu'on a très fort poussé ça, et sinon, on regarde les statistiques d'envoi, il y a un gros pic d'emails entre 11h et 13h ces 2 jours-là. Moi, je peux vous dire que pour un retailer, il devait envoyer le jeudi parce que c'est associé tout simplement au petit folder qui est mis en toute boîte, mais il envoie du coup sa newsletter au même moment. Bon, ça s'appelle taper sur le clou pour que ça rentre. Jusque-là, je suis complètement la stratégie. Du coup, folder plus email générique. Si j'ai généré un clic, vous avez également eu une information comportementale qui peut être pertinente. En l'occurrence, si j'ai cliqué sur la promotion de Coca, essayez de me rappeler que la promotion Coca est toujours valide le samedi matin, sachant que je vais lire mes emails avec mon petit café sur la terrasse. Vous avez énormément de chances que ça va terminer dans le caddie de la ménagère. Donc voilà, une petite idée au niveau du jour. Les heures, même chose. Tester des ciblages différents aussi. Le one fit all, essayer de travailler avec des plus petits segments, avec des offres de plus en plus adaptées, me paraît être clairement quelque chose qui a de l'intérêt aussi. Donc voilà, quelques idées au niveau de l'A/B testing qui pourraient avoir du sens pour vous aussi. Alors les liens techniques et le footer, je vais aller très vite dessus parce que aujourd'hui, vous le savez tous, dans le cadre de campagnes marketing hors transactionnel, un lien de désinscription, on évite d'écrire en blanc sur blanc, en noir sur noir. C'est un lien qui doit être visible. Si aujourd'hui votre lecteur n'a pas d'intérêt par rapport à vos contenus, il a tout intérêt à pouvoir facilement se désinscrire plutôt que de cliquer sur un lien de type spam qui lui va impacter vos campagnes pour la totalité de vos lecteurs. Donc encore une fois, le lien bien visible. À titre privé pour mon blog, moi je l'ai carrément mis dans le header, après mon pré-header, tout simplement, que si les personnes trouvent que j'ai peut-être trop bien fait mon sujet d'accroche mais ne trouvent pas la valeur, puissent très facilement trouver le lien pour se désinscrire. Alors on garde toujours la version en ligne, on ne sait jamais, c'est un petit filet de protection au cas où l'email en termes de rendu ne serait pas optimal. Il va vous permettre clairement, je vais dire à ce moment-là, de travailler et d'avoir cette vision desktop, du coup dans un web browser type Chrome, Internet Explorer, et du coup de garantir que votre message puisse être lu par vos lecteurs. Et alors on pense bien à tester les différentes variables de personnalisation qu'on va pouvoir utiliser également. Bref, du coup, une petite checklist. Là, je vous ai donné des éléments sur quoi je travaillais moi-même. Alors, la sélection, elle est bien opt-in. Ça veut dire que tous ces gens, vous avez et un consentement, je vais dire, et un opt-in pour pouvoir leur envoyer. Vous avez testé les différentes variantes de votre campagne sur des axes de personnalisation, images, texte, AB, évidemment. Les images se chargent correctement. Vous avez exécuté un test de rendu cross-platform. Donc, vos emails passent aussi bien sur un Gmail, un Hotmail, un Outlook, un Yahoo. Quelle version. Il y a plein de super outils pour tester ça, que vos halts sont bien complétés, donc les textes alternatifs, et que tous les liens soient bien fonctionnels. Personne viendra cliquer sur le bouton et ne puisse bénéficier de l'offre que vous lui avez mis en avant. Alors, je veux dire, en Belgique, c'est pas difficile, c'est depuis 2003 qu'il y a une loi qui vous imposait d'avoir collecté du coup ce qu'on aurait pu dire un pré-consentement, donc qui vous donnait l'autorisation d'envoyer des courriers électroniques. 2 cas où ce n'est pas le cas, c'est pour les adresses de type info@ par exemple, et vous avez également un droit de toute personne qui ont acheté quelque chose avec vous de communiquer avec. Donc ça, c'est vraiment le cadre belge, je vais dire, législatif là autour. Vous pouvez, pour la logique du consentement, et là on se rapproche du RGPD, j'ai 2 petits liens ici qui sont accessibles au niveau de notre blog qui vous montrent comment vous pouvez travailler autour de ces éléments également. C'était pas le but de rentrer dans le débat de la RGPD ou du GDPR ici. Du coup, logiquement, la partie 1, vous êtes tous en ordre. La partie 2, vous vous êtes mis en ordre ou vous êtes en phase de vous mettre en ordre.
Alors, très rapidement sur le spam, et c'est plutôt pour introduire notre dernière session de ce Back to School Edition. Donc, c'est une option qui est donnée à votre lecteur de vous dire que tout simplement, vous ne respectez pas son droit de ne pas être spammé par de la publicité, des contenus non sollicités. Donc, c'est vraiment un petit bouton qui lui prend une seconde de cliquer et qui aura des dégâts par rapport à vous et par rapport à des sociétés comme nous très, très, très important, et on reviendra vraiment sur ces éléments-là dans la troisième session. C'est également des algorithmes qui sont développés par des sociétés comme Gmail, Yahoo, Outlook.com. Pourquoi? Parce que fournissent des adresses email gratuites et du coup, s'il n'y a pas d'intérêt pour leurs lecteurs d'avoir vos contenus, eux vont évidemment mettre en place des algorithmes qui vont protéger leurs lecteurs de ça et aussi leur permettre de ne pas devoir investir dans des plus en plus d'espaces disques à devoir mettre à disposition de ces personnes aussi. Alors, on aura évidemment l'occasion d'en reparler, mais du coup, on va avoir les emails qui vont être filtrés par les services d'envoi directement et on aura également rejeté par le serveur. C'est ce qu'on appelle la délivrabilité technique et la délivrabilité business. Mais encore une fois, c'est plutôt le teaser pour la session 3 qui aura donc lieu très, très, très rapidement. Et pour être même bien précis, le 26 octobre à 10 h. Du coup, là, on se ferait une session plutôt matinale sur ça. Donc voilà, j'espère que cette session vous a parlé, que les contenus sont à la hauteur de vos attentes. Si c'est pas le cas, de 1, je m'en excuse d'abord. De 2, j'ai envie de dire adresse mail, poussez sur quoi vous souhaitez qu'on aille. On essaye vraiment de trouver un juste milieu entre assez accessible à tout le monde, intéressant pour des personnes un peu plus matures. Je me doute que pour des experts, il doit manquer quelque chose, mais encore une fois, même aux experts qui pourraient écouter ce podcast, dites-moi ce qui vous manquerait. Je serais ravi de faire une session plus approfondie sur, je sais pas, des notions liées à l'AI par exemple, qui pourrait être un des sujets assez pertinents, à l'hyper-personnalisation des contenus sur base de l'exploitation des modèles de données, soit j'ai envie de dire en anglais, on dit shoot what you aim us to deliver you. Moi, j'ai vraiment envie de continuer à partager ce que j'apprends. J'essaye de trouver ce juste milieu. Il n'y a que vous qui pourrez nous dire comment nous améliorer et répondre mieux à vos attentes. Sur ce, un grand merci. J'espère que la session ici en mode enregistré se sera passée très correctement pendant la session. Et de toute façon, je reprendrai la parole en live pour les questions qui pourraient avoir lieu lors du webinaire. Un grand Et voilà, du coup, je reprends la parole en direct. Comme ça, vous êtes certain que j'ai pas triché jusqu'au bout. J'espère que la session s'est bien passée. Moi, j'ai vu en tout cas que l'activité sur la 25-30 participants restait bien là. Alors, j'ai quelques questions ici qui arrivent. Je propose d'y répondre et de choper les restes. Alors, mon site perso, je te le passerai après, Fanny, parce que je ferai pas d'auto-promo ici pour mon site perso. Mais promis, je te le fixerai. Alors, j'ai une question ici sur… Alors, question sur Sending Domain et Fixender. J'arrive pas à afficher toute la question, je suis désolé. Donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Sending Domain, c'est ce qu'on va retrouver derrière le arrobat. Donc, ce que nous, on va conseiller, on aura un point beaucoup plus précis dans la délivre là-dessus. Donc, le point sur le Sending Domain, donc derrière l'arrobat, c'est qu'on va souvent vous demander de créer ce qu'on appelle un sous-domaine de votre domaine principal. Donc, par exemple, si on va prendre Actito, nous, on a @news.actito.com. Ce qui va permettre de mettre un certain nombre d'éléments, je vais dire… très précis en place pour la délivrabilité. On pense à la signature, DKIM, SPF. Hein. Tout ça sont des jargons très propres à ça, je vais dire. Et du coup, ça, c'est un premier élément. Alors, ce qui est du fix sender, c'est ce qu'on va retrouver devant. Alors aujourd'hui, si vous utilisez des outils comme Mailchimp, vous avez toujours des noms assez spécifiques devant l'arrobat qui vont de US One List, un certain nombre de chiffres et de lettres, arrobat, et puis un nom de domaine. On peut également fixer celui-là. Donc, on pourrait très bien dire Jonathan @news.actito.com. Si vous avez ce type d'adresse-là, le gros avantage que vous allez avoir là-dessus, c'est que vous pouvez faire ce qu'on faisait il y a quelques années et qui s'est perdu un petit peu dans l'email marketing. On demandait aux gens lors de l'inscription à une newsletter de rajouter une adresse à leur carnet d'adresses. Il faut savoir que c'est encore aujourd'hui clairement d'actualité parce que ça dope le positionnement que vous allez avoir au niveau des différents services email, type Gmail et tout ça. Au plus de personnes vont faire ça, au plus que vous allez être
considéré comme un très bon expéditeur sur votre courrier email. Donc voilà, donc le sending domain derrière, le fixed sender devant le at, les deux ensemble permettent de faire ce qu'on appelle du whitelisting, je vais dire de domaine à ce moment-là, pas encore d'IP, ça sera pour le cours suivant. Donc, et oui, je rejoins également la personne qui dit que c'est beaucoup moins sympa. Je vous avoue que c'est beaucoup moins sympa pour moi de m'enregistrer que de pouvoir avoir une session un peu plus interactive avec vous. Mais j'avais pas du tout envie de commettre le même impair que la dernière fois sur la première session. Voilà. J'attends encore 2 minutes pour le reste des questions. Sinon, je vous souhaite d'ores et déjà une très très bonne après-midi parce que dans les 10 minutes qui suivent, j'enchaîne sur la version anglaise. J'espère avoir répondu aux questions de Fanny en l'occurrence. Pour les autres personnes, encore une fois, au niveau des sujets, n'hésitez pas à évaluer la profondeur du contenu et vers quoi vous voulez aller. Je veux dire, on a des contenus beaucoup plus pointus et ce qui s'adresse à un certain public probablement. Mais encore une fois, je veux dire, c'est que sur base de vos retours que nous saurons où est-ce qu'on doit positionner Actito et ces personnes pour mieux répondre à vos attentes.